cadre. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'année 2023. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'on est en pleine action sur Paris avec les manifestations sur les retraites. Donc, vous vous doutez qu'on est bien occupé, et vous aussi, je pense bien. Donc, je vous remercie d'assister à ce nouveau webinaire qui est sur les élections professionnelles, donc bien les préparer. Je remercie Thomas qui est à côté de moi, qui a préparé ce webinaire avec Clémence. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le sauraient pas, qu'on a une formation plus poussée et complémentaire en présentiel le 5 et 6 avril, qu'on a repoussé du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr. Et je vais laisser la parole à Thomas et à Clémence. Et je remercie également Marie de la préparation de ce webinaire. À très vite. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je suis Thomas Panouillet, je suis juriste en relations individuelles et collectives de travail et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Clémence Choumiatcher, ancienne secrétaire nationale de la CFTC Cadre, mais on se présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Je vais lancer la présentation du document. Alors, laissez-moi une petite seconde. Voilà, le document est lancé. Je te laisse la parole, Clémence. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Clémence Chumietcher. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, car effectivement, comme Thomas l'a très bien dit, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le mouvement avec vous, et plus spécifiquement à la CFTC Cadre. Et depuis, j'ai créé un organisme de formation et d'accompagnement des CSE, donc qui s'appelle effectivement la Fabrique Sherdet. Donc cette formation, pardon, ce webinaire, excusez-moi, c'est vrai qu'il y aura une formation plus poussée sur ce sujet très bientôt, mais ce webinaire en particulier va donc essayer de rassembler les éléments condensés de notre formation de 2 jours afin finalement d'avoir une boîte à outils cohérente et des éléments précis pour se lancer dans sa campagne électorale dans votre entreprise. Donc alors là, c'est ma boîte, mais je vous laisse. On va passer directement au sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui, donc qui est effectivement sur le sujet de bien préparer ses élections professionnelles. Donc on verra dans un premier temps la campagne électorale, donc les délais légaux, comment les anticiper, comment faire attention à comment ils sont inscrits dans le protocole d'accord préélectoral pour mener au mieux sa campagne. Et puis on verra d'autres délais qui peuvent être intéressants pour vous, car il sera question finalement de comment on organise sa campagne dans le temps. La deuxième chose qu'on va voir un peu plus dans le détail, c'est la négociation du protocole d'accord préélectoral. Donc là aussi, on verra les aspects légaux, on verra les marges de manœuvre que vous avez dans la négociation et les opportunités qui se présentent à vous auprès de l'employeur dans cette négociation également. On parlera enfin de la constitution des listes de candidats. Donc, on parlera pour le coup des obligations légales et jurisprudentielles qui sont attachées à la constitution de ces listes électorales. Donc, au premier tour, puisque Thomas vous l'expliquera sûrement, mais au deuxième tour, il n'y a pas besoin d'appliquer ces règles. Et effectivement, nous finirons tous ensemble par des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous avez une fenêtre de chat, donc vous pouvez noter vos questions. On les notera à ce moment-là et puis on y répondra à la fin si ça vous convient. Donc, je vous remercie aussi pour le bon déroulé de ce webinaire, de tous éteindre vos micros si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà le cas. Donc, je vous en remercie à tous. Donc, effectivement, on est dans ce qu'on appelle le deuxième cycle électoral depuis les ordonnances dites Macron. Donc ordonnances Macron qui, bien sûr, vous le savez tous, ont mis en place donc ce comité social et économique qu'on appelle plus couramment CSE dans les entreprises. Donc effectivement, le premier cycle électoral, en gros, ça dépend des entreprises, mais puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une application différée de cette mesure CSE, est en gros le premier cycle était entre 2017 et 2021, et donc effectivement à partir de 2022 déjà,
nous rentrons dans le deuxième cycle électoral de ces ordonnances Macron. Et donc, effectivement, il est important de préparer ces élections. Donc, bien sûr, c'est des élections qui sont importantes à plus d'un titre. Alors déjà, bien sûr, au niveau de votre entreprise, puisque c'est au niveau de l'entreprise que va se déterminer la représentativité dans l'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, avec potentiellement la nomination d'un délégué syndical si votre entreprise, enfin si la CFTC dans l'entreprise dépasse les 10%. Et aussi, bien sûr, au niveau de la branche et au niveau national, car c'est la somme de chaque résultat, donc de chaque voix, pour le coup, dans chaque entreprise, qui va déterminer ensuite le niveau de représentativité de la CFTC dans la branche ou au niveau national. Donc, quand on voudra négocier justement potentiellement sur les retraites complémentaires, quand on voudra négocier sur le chômage, c'est bien les voix que vous aurez réussi à faire dans chacune de vos entreprises qui compteront. Donc, très important de bien préparer cette campagne et de bien préparer ces élections pour non seulement avoir le plus de voix possible, mais en plus, effectivement, respecter les conditions légales pour ne pas avoir de risque d'annulation d'élections, par exemple, de certains représentants. Donc, ce qui est très important également, c'est le taux de participation. Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la représentativité de la CFTC, mais il faut quand même noter que, de manière générale, le taux de participation aux élections professionnelles diminue de cycle en cycle. Donc, effectivement, pour les salariés du privé, il est actuellement autour de 42%. Donc, au-delà d'augmenter les chiffres CFTC, il faut augmenter également les chiffres du taux de participation de manière générale, parce que plus les salariés participent, plus finalement notre représentativité est légitime et elle s'appuie sur quelque chose de concret, c'est-à-dire le vote de l'intégralité des salariés de votre entreprise. Donc, plus il y a de salariés qui votent, plus l'employeur sera à même de vous écouter dans des négociations dans l'entreprise. Donc, vraiment, n'oublions pas que cette légitimité de négocier les accords et qui nous est apportée justement par la confiance que nous portent les salariés, elle est particulièrement importante puisque la grande majorité du droit social qui est applicable aux salariés de nos jours est ce qu'on appelle supralégal, c'est-à-dire conventionnel, et donc issu directement des négociations que vous êtes en capacité de mener avec votre employeur. Donc, bien préparer ces élections, c'est plusieurs étapes. C'est déjà monter une équipe où on sait que chacun va être actif, va vouloir participer en déterminant le rôle de chacun dans cette campagne électorale. Ça va être potentiellement également de négocier des heures de délégation pour pouvoir parler aux salariés et négocier le protocole d'accord préélectoral. Donc, c'est important d'avoir des moyens de campagne potentiellement. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question dans votre entreprise. C'est également préparer ces arguments. Donc, des arguments qui sont à la fois basés sur les valeurs de la CFTC, mais aussi basés sur ce que vous avez été capable d'entreprendre en termes de dialogue social dans votre entreprise. Et donc, voilà, l'importance du rôle d'élu dans l'entreprise. Et enfin, ça va être aussi préparer sa liste de candidats, c'est ce que je vous le disais, en évitant tout risque juridique d'annulation potentiellement de l'élection d'un ou de plusieurs candidats qui seraient mal placés sur les listes ou dont le sexe, excusez-moi la manière de le dire, ne serait pas le bon. Donc, effectivement, on va voir ces 4 points tout au long de notre webinaire. Je vais donner la parole à Thomas pour la suite. Voilà, et pour rebondir sur ce que tu dis, Clément, c'est vrai que ces élections professionnelles, il faut savoir qu'entre 2021 et 2023, c'est le deuxième cycle électoral depuis la fusion des IRP. Donc, c'est un moment très important pour les organisations syndicales et les enjeux de ces élections sont multiples et sont à tous les niveaux. En fait, au-delà de la participation et de la présence d'élus CFTC au sein du CSE, les résultats de ces élections, plus globalement, vont déterminer dans vos entreprises, en fait, quels sont les interlocuteurs du dialogue social. Et la donne va être complètement différente si vous atteignez ou pas le score minimum de 10% aux élections professionnelles, ce qui vous permettrait, le cas échéant, de devenir ce qu'on dit, comme on dit, représentatif. En fait, dans le cas où vous atteignez les 10%, vous êtes considéré comme représentatif, ce qui va permettre à la section syndicale CFTC de l'entreprise de désigner tout simplement un délégué syndical et donc de participer aux négociations collectives dans l'entreprise. Donc,
Derrière ça, ça veut dire négocier des accords collectifs. Je pense par exemple à des accords de télétravail, aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires, la mise en place d'une épargne salariale, par exemple. L'idée, à travers la représentativité au sein d'une entreprise, c'est de participer à ces nombreux rouages. Le CSE, évidemment, l'assouplissement des horaires, l'adaptation des normes de travail, l'individualisation des salaires. Voilà, vous allez pouvoir vraiment faire partie des rouages et adapter les règles au sein de l'entreprise. Mais de manière plus générale encore, les résultats des élections professionnelles dans vos entreprises va permettre à la CFTC de participer à plusieurs institutions qui sont assez diverses, hein. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais ça conditionne la présence de la CFTC au sein de la sécurité sociale, au sein des caisses de retraite, au sein de l'assurance chômage. Ça permet la désignation de conseillers prud'homal, par exemple. Donc voilà, c'est très important. Et de manière encore plus globale ou plus large, presque au niveau national, il faut avoir conscience finalement que les organisations syndicales les plus représentatives, avec les organisations d'employeurs, vont devenir des acteurs du dialogue social au niveau national et vont contribuer à l'élaboration des politiques publiques dans le domaine social, vraiment au sens large, en étant les interlocuteurs finalement privilégiés des plus hautes instances de l'État. Alors, il y a un point sur lequel on voulait et aussi insister, c'est l'abstention. Hein, Clémence, tu en as dit quelques mots. Elle est massive, hein, cette abstention, elle est en constante augmentation. Alors, ça ne touche pas que les élections professionnelles. Hein, on a pu le voir, ne serait-ce que lors de la dernière présidentielle. Il y avait une abstention assez importante. Alors, quelques chiffres justement sur les derniers cycles électoraux. Lors des derniers cycles concernant le CSE, le cycle 2017-2020, on avait une abstention de 62%, alors qu'elle n'était que de 57% pour le cycle 2013-2016. Dans les chambres d'agriculture, là, c'est une abstention incroyable, hein, 89,8% en 2019. Et dans les TPE, alors là, l'abstention atteint tous les records, hein, puisque à la dernière pesée, dans les très petites entreprises, on n'avait même pas 5% de participation, hein, sur les quasiment 5 millions de salariés qui étaient appelés à voter. Donc c'est très très peu, et c'est pour ça qu'il convient de mobiliser ses collègues pour qu'ils participent au maximum à ces élections. Il y a eu aussi en décembre dernier les élections dans la fonction publique. On sait que c'est un secteur où historiquement les fonctionnaires, les agents participent plus que dans le privé. Et là aussi, hein, on constate une baisse de la participation, puisqu'elle était que de 43,7% pour les élections du 8 décembre 2022. Donc là aussi, ça baisse et il convient vraiment de se mobiliser pour inverser la courbe. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des élections, je vous fais 3 petits constats très rapides sur l'abstention. La présence syndicale, de manière générale, elle est en baisse dans les entreprises. En fait, durant les 25 dernières années, le nombre d'établissements où un syndicat est présent a considérablement reculé. Aujourd'hui, il n'y a que 15% des presque 20 millions de salariés du privé qui ont une offre syndicale d'au moins 3 syndicats dans leur entreprise. Et on constate, hein, d'après les dernières études que j'ai pu consulter, qu'environ 2/3 des salariés du privé, donc ça représente quand même 12 millions de personnes, travaillent dans ce qu'on appelle des déserts syndicaux où il n'y a pas une seule organisation syndicale présente. Le deuxième constat assez étonnant que j'ai pu faire en travaillant sur le sujet, c'est que finalement la participation à ces élections est faible dans les très gros établissements. Quand on regarde l'examen des résultats par taille d'entreprise, on voit que c'est vraiment une participation qui est inversement proportionnelle au nombre d'inscrits. Finalement, l'abstention va être maximale dans les très grands établissements, c'est-à-dire dans ceux de plus de 1000 salariés.
Et c'est aussi là qu'elle a augmenté le plus vite. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant à partager puisque je trouve ça assez paradoxal, puisque c'est dans ces très gros établissements qu'on trouve la plus grosse offre syndicale, c'est-à-dire que c'est dans ces très gros établissements qu'il y a en général plus de 3 syndicats présents. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas l'offre électorale qui favorise la participation, mais bien la taille des collectifs concernés. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans la négociation des protocoles d'accords préélectoraux et évidemment dans la détermination des établissements distincts. Dernier constat très rapidement, c'est la montée de l'abstentionnisme chez les ouvriers et chez les employés. Hein. Plus 20% d'abstention entre 1995 et 2018, donc c'est énorme. À l'inverse, et là aussi ça va à l'encontre d'une idée reçue, bah, la participation est de plus en plus forte chez les techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs. En moyenne, c'est 10 points de plus de participation au sein de ces catégories socio-professionnelles, alors qu'il y a 10-20 ans, on constatait absolument aucune différence entre les deux collèges. Alors, comment expliquer cette abstention Alors là, je vais vous donner juste quelques pistes, hein, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, étant juriste de formation. Alors, déjà, on pourrait dénoncer une absence d'enjeux clairs, des programmes peut-être trop flous, des inégalités sociales, voire un désintérêt des jeunes. Et puis, plus récemment, hein, on parle beaucoup de la crise sanitaire pour expliquer l'abstention. Alors, maintenant que cette crise semble être derrière nous, on espère que l'abstention va diminuer. Et autre explication possible hein, qu'on pourrait avancer, c'est l'anomie finalement qui correspond au déclin des formes de régulation des valeurs collectives qui frappent au-delà des élections professionnelles la société française dans son ensemble. En fait, cette anomie pourrait résulter d'une dérégulation des rapports dans l'entreprise et de la disparition de valeurs communes au sein de ces établissements qui fait face finalement au développement et de l'isolement des travailleurs, de la prédation plutôt que de la coopération et d'un individualisme toujours poussé à son paroxysme. Donc, passé ces constats, passé cette introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'étudier dans un premier temps les délais légaux pour anticiper et mener au mieux sa campagne et avoir toujours en tête le calendrier des opérations électorales pour être le plus efficient possible. Et là, je vais redonner la parole à Clémence qui va faire la première partie de cette première partie. Oui, donc effectivement, on va parler dans un premier temps des délais légaux pour mieux les anticiper hein, et pour donc effectivement mener à bien sa campagne. Donc là, effectivement, je vous parle dans cette partie-là du calendrier électoral. Alors bien sûr, hein, normalement, à moins que vous ayez négocié un autre cycle électoral, un cycle électoral dans une entreprise dure 4 ans. Donc effectivement, hein, normalement, quand vous êtes déjà dans l'entreprise, vous savez à peu près quand est-ce que vont tomber les prochaines élections. C'est pour ça que généralement, Thomas vous en parlera dans une deuxième partie, on vous propose de vous organiser 1 an à l'avance parce que même si vous ne connaissez pas la date du premier jour telle que précisée par le protocole d'accord préélectoral, vous avez quand même une idée du délai dans lequel l'employeur va être obligé de réorganiser, bien sûr, des élections professionnelles. Donc, effectivement, hein, le calendrier électoral, on voulait ici surtout appuyer sur les périodes, on va dire, qui sont, enfin, sur les délais qui sont obligatoires, c'est-à-dire précisés par le Code du travail, parce que n'oublions pas que le CSE tel qu'il est fait dans les ordonnances Macron est en fait un CSE sur mesure, qui se base en réalité sur une triptyque. Donc, la triptyque étant un ordre public donc, auquel je ne peux pas déroger, potentiellement effectivement des mesures supplétives et enfin la négociation à la carte de l'accord. Pour être clair, l'ordre public étant finalement une mesure en deçà de laquelle je ne peux pas descendre. Voilà. La négociation, c'est je fais ce que je veux tant que je ne vais pas en dessous de l'ordre public. Et enfin, les mesures supplétives, c'est si je n'ai rien négocié, le Code du travail prévoit un certain nombre de mesures qui s'appliqueront d'office à mon entreprise. Donc, le CSE étant
conçu, comme je vous le disais, à la carte avec cette négociation collective préalable. Il n'y a en réalité que 2 délais légaux qui sont obligatoires. Le premier étant d'informer les salariés dans les 90 jours avant le premier tour des élections. Donc, si je fais effectivement mon premier tour à une date précise, il faut que dans les 90 jours qui précèdent cette date, eh bien, effectivement, j'ai informé les salariés. Donc, 90 jours étant le maximum, puisque, comme je vous disais, c'est dans les 90 jours. Donc, je ne dois pas avoir prévenu mes salariés 90 jours avant ou rien. Et enfin, il faut inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord électoral dans les 60 jours avant le premier tour et ensuite négocier le protocole 45 jours avant le premier tour. Alors, cette différence entre les 60 jours et les 45 jours est issue du fait que je dois inviter, en tant qu'employeur, je dois avoir invité les syndicats à négocier et la réunion de négociation doit avoir lieu 15 jours après cette invitation. Donc, j'ai ce délai incompressible de 15 jours entre l'employeur qui invite les syndicats à négocier et la réunion de négociation en elle-même qui doit se tenir dans les 15 jours. Après, tous les délais de votre calendrier sont cette fois-ci imposés par le protocole d'accord préélectoral. Ça veut dire que vous pouvez les négocier. Vous pouvez, par exemple, considérer que les dates et les délais de dépôt et d'affichage des candidatures est trop restreint par rapport au premier tour et ne vous laisse pas le temps de faire une liste correcte. Pareil pour l'envoi du matériel de vote s'il existe, etc., etc. Donc, tout ce qui est modalité, délai de modalité, délai d'affichage est à votre entière liberté de négociation dans le protocole d'accord préélectoral. Donc là, je vous ai donné vraiment des exemples de calendrier électoral. Là, pour le coup, c'est très important, si vous le pouvez, de l'afficher dans votre local de section syndicale et de savoir exactement à quel moment, effectivement, vous devez donner une profession de foi, à quel moment vous devez avoir donné votre liste de candidats complet, à quel moment, potentiellement, auront lieu les élections et donc l'envoi des codes aux salariés, par exemple, si vous votez par vote électronique. Tout ça étant effectivement de l'ordre de la bonne préparation de vos élections professionnelles, car ça vous permettra d'organiser des actions directement en corrélation avec ces dates. Donc là, c'est un deuxième exemple que je vous ai mis. Donc, n'hésitez pas dans un protocole d'accord préélectoral, si toutes les dates sont réparties finalement au sein de l'accord, donc dans différents articles du protocole, de demander à l'employeur de vous faire effectivement un tableau calendrier électoral qui reprend chacune des dates énoncées par le protocole d'accord préélectoral. Ça vous permettra là aussi d'y voir plus clair que si toutes les dates sont dispatchées dans le protocole. Donc, maîtriser bien sûr le calendrier, comme je vous le disais, c'est une manière de faire campagne et c'est une manière de préparer et de dispatcher les actions de sa campagne. Donc, comme je vous le disais, et vous le verrez d'ailleurs si vous avez l'application, l'app CFTC, c'est comme ça qu'on dit, si vous avez l'app CFTC, vous pourrez constater, par exemple, dans la ressourcerie, qui s'appelle actuellement, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, c'est la partie où effectivement vous avez toutes les ressources à disposition dans l'app CFTC, où vous avez un calendrier qui est assez bien fait, qui est interactif et qui vous explique effectivement les différentes étapes pour se préparer bien avant le protocole d'accord préélectoral. Donc là, on va le reprendre en détail avec Thomas ensuite, mais de manière plus globale, une première réunion sur les élections doit être organisée effectivement 1 an avant la date supposée, comme je vous le disais, ou pas si l'employeur vous l'a déjà donné, du premier tour. Donc, cette réunion, elle va avoir pour objectif de fixer une équipe, de savoir qui veut se représenter, qui ne veut pas se représenter, combien de postes sont à pourvoir et comment on s'organise pour aller convaincre les salariés, potentiellement quel argumentaire on met en place pour les convaincre. Donc, en M-6 avant donc notre premier tour, débute la période de pré-campagne où effectivement, j'ai normalement ma liste, j'ai normalement mes candidats établis et donc je vais voir les salariés en leur expliquant ce que la CFTC a fait pour eux pendant le cycle électoral précédent, donc les 4 années précédentes. Voilà, sur le télétravail, on a mis en place tel accord
parce que nous, notre point de vue, c'est celui-là. Sur effectivement l'épargne-temps, nous avons été sur cette négociation-là pour telle et telle raison. Voilà, donc ça va être effectivement la période de pré-campagne. Enfin, 4 mois avant, où on a commencé pédagogiquement à expliquer, comme je vous le disais, l'importance de la CFTC dans les négociations dans l'entreprise, eh bien, on débute la campagne électorale. Les candidats se baladent avec des fanions CFTC, sont identifiés pour être sûr qu'on vote pour eux le jour J des élections. Et je vais laisser du coup Thomas reprendre la suite pour vous parler de la CFTC. Ouais, on va revenir après vraiment plus en détail sur le rétro-planning. Qu'est-ce qu'il faut faire à J-365? Qu'est-ce qu'il faut faire à J-200? Mais d'abord, avant d'attaquer ce morceau, il faut bien développer sa présence sur le terrain et ça passe par le fait d'expliquer l'identité CFTC. Il faut pas partir du principe que vos collègues connaissent la CFTC. Si on fait un petit sondage auprès des salariés, sans étiquette, je suis sûr que la plupart ne sauraient pas trop faire la différence entre la CFTC et un autre syndicat plus révolutionnaire. Alors, l'identité CFTC, bah, c'est d'abord un syndicat réformiste, justement non révolutionnaire. C'est un syndicat qui propose des services à ses adhérents. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez pendant les questions-réponses. Un syndicat qui est porteur de valeurs sociales et humaines, qui émet des revendications raisonnables et surtout réalisables, qui est constructif et qui prône le dialogue social et qui est donc pour la discussion. Hein, ça se reflète très bien dans la devise de la CFTC, hein, pouvoir s'opposer, mais toujours proposer. Dans l'identité de la CFTC, on retrouve évidemment l'indépendance, notamment avec le monde politique. Hein. Il n'y a aucun lien entre la CFTC et un quelconque parti politique. C'est un syndicat surtout qui place l'homme avec un H majuscule au centre de l'entreprise, qui est pour la défense du bien commun. C'est une notion très importante qui convient de bien comprendre. Alors, autre argument, c'est un syndicat qui a des cotisations moins chères que ses concurrents et comme les autres déductibles à 66% des impôts, qui donne accès à des formations enrichissantes. On reviendra sur cette question. Et qui surtout, enfin, je trouve ça, moi, particulièrement intéressant, qui offre une véritable autonomie au niveau de l'entreprise, hein, aux représentants du personnel grâce au principe de subsidiarité. En fait, à la CFTC, on vous parlera pas de centrales, de consignes descendantes qui viennent de la Confédération. Dès lors que vous respectez les valeurs sociales et humaines, les grands principes finalement qui fondent la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération ne va pas vous dire ce que vous devez faire dans votre entreprise. C'est à vous, hein, acteurs au plus près du terrain, de faire vos choix et de considérer ce qui est le mieux pour vous et pour vos collègues. Donc ça, c'est un point très important, notamment par rapport aux autres organisations syndicales. Donc une fois qu'on s'est positionné, on a bien expliqué l'identité CFTC, peut commencer les différentes étapes de la campagne électorale. Comme l'a dit Clémence, c'est très important de se pencher sur la question 1 an avant la date du premier tour. Donc, à J-365, il faut absolument s'informer et se former. Pour ça, vous pouvez faire appel à votre union régionale, union départementale, à votre fédération qui va vous proposer des formations sur les IRP, comment le CSE est mis en place, comment fonctionne-t-il, de quels moyens dispose-t-il et quelles sont ses attributions. Ça va vous permettre tout simplement d'être plus à l'aise sur ces questions et de pouvoir convaincre par la suite vos collègues. Mais il y a aussi des formations plus générales en droit du travail, en droit de la négociation collective, puisque comme Clémence l'a dit, là aussi, la plupart des normes aujourd'hui qui encadrent le travail sont issus d'accords d'entreprise, d'accords d'établissement. Vous formez sur la santé et la sécurité au travail. À la CFTC CAD, par exemple, vu le public qu'on a, on met vraiment l'accent, par exemple, sur les risques sociaux, psychosociaux et le burn-out. J'ai pu trouver, par exemple, aussi dans les plans de formation de la région Île-de-France,
des formations sur le management, sur la communication écrite et numérique. Bref, se développer personnellement et professionnellement. À J-300, il est aussi important de réaliser un diagnostic afin de dresser un bilan construit des différentes actions syndicales, de la situation dans votre entreprise, de son environnement, de vos forces, de vos faiblesses. Parce qu'en fait, de ce diagnostic, finalement, va découler toute votre stratégie jusqu'aux élections professionnelles. Donc, l'objectif du diagnostic, au-delà d'y voir plus clair, c'est aussi de mobiliser l'équipe vers la réussite des élections. Il va s'agir de finalement cibler ses points forts, ses points faibles et disposer d'un argumentaire pour bien rédiger ses tracts et sa profession de foi. La profession de foi, c'est un outil vraiment important, c'est pas obligatoire, mais ça nous semble essentiel dans la campagne électorale. Ça permet de sensibiliser les salariés qui hésitent encore dans le choix de leur vote. Alors, pour réaliser un diagnostic, c'est pas si compliqué, hein. On peut le faire en 6 étapes. Vous étudiez la structuration de votre entreprise, vous identifiez ses forces, ses faiblesses, les potentielles opportunités et menaces. Vous faites le bilan du travail fait par la CFTC pendant les 4 ou 3 dernières années. Vous étudiez la concurrence. Est-ce qu'ils ont fait mieux que nous? Est-ce qu'ils ont fait moins bien? Sur quels sujets se sont-ils positionnés? Voilà. Vous ciblez vos principaux électeurs. Ça aura une importance particulière ensuite dans la négociation du PAP. Et enfin, vous appréhendez le contexte des élections professionnelles. Alors, une fois que vous avez réalisé votre diagnostic, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, définir une stratégie et un plan d'action. Celui-ci va être fonction de la structuration de l'entreprise, des forces de votre section, de votre bilan, de ce que font vos concurrents et de ce que vous ciblez. Une fois que c'est fait, vous pouvez concrètement vous lancer dans la campagne électorale. Ça, on estime que ça se fait à J-210 à peu près. Bon, on n'est pas à 5-10 jours près, mais l'idée, c'est de se lancer dans la communication et dans la visibilité le plus tôt possible. Donc, ça implique une présence régulière auprès des salariés. Ça sert à rien de se réveiller 30 jours avant le scrutin. Les salariés ne sont pas dupes. Ça veut dire profiter des panneaux d'information pour y mettre des affichages et des communications fréquentes et surtout récentes. Distribuer des tracts d'informations régulières aux salariés et à destination des sympathisants et adhérents CFTC, leur rappeler que s'ils souhaitent soit continuer leur activité syndicale, soit s'ils souhaitent s'engager, il faut d'ores et déjà se positionner comme candidat. Donc la communication, ça passe aussi par valoriser la création de commissions facultatives au sein du CSE. Je pense par exemple à une commission formation, une commission logement, qui sont pas forcément obligatoires, mais qui vont avoir comme intérêt de pouvoir intégrer des salariés qui sont pas forcément élus au CSE, qui sont peut-être juste des simples sympathisants et qui seront pour vous un atout lors de la prochaine campagne électorale. Enfin, il convient de valoriser les actions des élus CFTC dans les IRP et communiquer sur celles-ci. Si vous avez la chance de déjà siéger au sein du CSE, il faut absolument mettre en avant ce que vous avez fait de bien. Ça peut être en matière d'information, consultation, en matière d'activités sociales et culturelles. Voilà, faire un récapitulatif sur un tract ou sur votre profession de foi. Toujours en matière de communication, par exemple, à la CFTC Cannes, on a pu accompagner une section nouvellement créée au sein de l'entreprise Keolis, qui est une entreprise de transport de personnes, où la CFTC n'était pas représentée dans le cycle précédent. Et là, il y a une petite équipe très soudée, très motivée qui s'est montée, et en fait, qui voulait présenter des candidats dans le collège cadre. Donc, ils ont fait concrètement un listing de tous les salariés du collège, puis ils sont allés les voir individuellement, un par un, pour établir un premier contact. Ça leur a permis, en fait, de leur présenter la CFTC, les valeurs, qui sont en général des valeurs qui rassemblent. Ça leur a permis d'écouter leurs souhaits et d'avoir un échange finalement personnalisé afin que le contact avec ces salariés soit durable. Et à partir des retours que leur ont fait les salariés,
ils ont pu établir une profession de foi qui a parlé aux salariés, aux votants, et donc ils ont fait un super score en tout cas pour une section qui venait de s'implanter. Donc voilà, c'est très important d'aller au contact de ses collègues, de se faire connaître et surtout d'être à l'écoute de leurs besoins. Alors à J-180, il va falloir commencer à penser aux listes de candidats. Donc il va falloir encourager les salariés à adhérer à la CFTC et à se présenter sur les listes de candidats. Donc là, ce qui marche pas mal, c'est d'expliquer la théorie du passager clandestin qui veut qu'en fait, si vous ne faites rien, en fait, vous contentez de profiter de ce que les autres ont obtenu. Donc c'est une attitude un peu égoïste. Et surtout, il faut valoriser le parcours des représentants du personnel, tout en rappelant les fondamentaux de la CFTC. À J-60, c'est une étape très importante également, la négociation du protocole d'accord préélectoral. Alors ça, on y dédiera la deuxième partie de ce webinaire, hein, donc c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus. Puis vient le temps de la campagne officielle, qui est en général inscrite dans le PAP, justement, et où vous allez pouvoir établir une propagande électorale, donc qui va pouvoir s'exercer soit par affichage, soit par la tenue de réunions, la diffusion de tracts, et sachant qu'il est possible de diffuser les communications syndicales sur le site intranet de l'entreprise. Donc, soit par accès direct si un accord collectif l'autorise, soit par accès indirect via un site syndical si aucun accord collectif n'aborde la question. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas d'accord particulier dans votre entreprise sur les communications syndicales, de base, vous avez droit à un accès indirect du site intranet. Mais ce qu'on vous encourage à faire, évidemment, c'est négocier un accord de droit syndical qui vous permettrait finalement de faire de la communication beaucoup plus facilement, par exemple via les adresses e-mail professionnelles des salariés, mais ça, vous ne pouvez pas le faire sans l'accord de votre employeur. Enfin, à un mois avant le scrutin, c'est la dernière ligne droite de la campagne électorale. Donc là, il faut vérifier que la liste électorale a bien été publiée 4 jours au moins avant la date de l'élection. En fait, ça va vous permettre de vérifier une éventuelle contestation. Il faut vérifier également le contenu de la liste électorale afin de repérer que tous les salariés y soient bien présents, qu'ils remplissent bien les conditions d'âge et d'ancienneté. Et enfin, vérifier que la liste de candidats est affichée suivant les dispositions du protocole d'accord préélectoral et l'afficher sur les panneaux syndicaux avec votre profession de foi. Le jour J, il faut se mobiliser pour s'assurer que les salariés aillent voter, les inciter à aller voter. Si c'est un vote par correspondance ou un vote électronique, c'est peut-être fastidieux, mais il faut décrocher son téléphone et appeler un maximum de collègues pour qu'ils aillent voter. Le jour du vote, la communication auprès des salariés doit plutôt être orale afin d'éviter tout risque juridique, puisqu'il est interdit de faire de la propagande dès lors que le bureau de vote est ouvert. Et ne pas oublier que votre protocole d'accord préélectoral peut faire mention de la période pendant laquelle la propagande est permise. Normalement, si rien n'est prévu, vous pouvez faire de la propagande jusqu'au jour J. Mais d'expérience, la plupart des PAP imposent une période de campagne électorale qui s'achève en général la veille du scrutin. Donc ça, il faut être vraiment vigilant à ne pas faire d'erreur là-dessus. Enfin, pendant le vote, il faut pouvoir contrôler les opérations électorales. Ça veut dire désigner une personne pour être présente dans le bureau de vote afin de contrôler que les opérations électorales se déroulent dans les règles, dans le respect des règles. Il s'agit au mieux de désigner un délégué de liste qui pourra être présent en permanence dans la salle de vote et celui-ci doit être obligatoirement désigné parmi les électeurs. Enfin, contrôler que les autres organisations syndicales, ou bien même dans le pire des cas, l'employeur, ne fait pas de propagande dans le bureau de vote.
Par exemple, être vigilant au fait qu'il n'y ait pas un sigle d'une organisation concurrente qui soit visible dans le bureau de vote. Et évidemment, ce bureau doit rester ouvert aux heures prévues et fermé à l'heure prévue par le protocole d'accord préélectoral. Alors, ce protocole d'accord préélectoral, Clémence va justement rentrer dans le détail en vous expliquant les clauses obligatoires, les clauses facultatives et les conditions de validité qui sont très particulières, Clémence. Je te remercie, Thomas. Donc, effectivement, on va parler de négocier le protocole d'accord préélectoral. Donc, on va parler, comme on disait, des clauses obligatoires, des clauses qui sont facultatives et des conditions de validité du protocole d'accord préélectoral. Donc, effectivement, un protocole d'accord préélectoral, donc le nom peut faire un peu peur. En réalité, un protocole d'accord électoral, c'est tout simplement un accord avec votre employeur sur les modalités du vote qui va se dérouler. En réalité, voilà, il ne faut pas avoir peur quand on entend protocole d'accord. Ça reste juste, voilà, comment, selon quelle modalité va se dérouler le vote dans mon entreprise. Donc attention, du coup, le protocole d'accord préélectoral, à ne pas confondre, n'est pas un accord de périmètre. Donc c'est pas à ce moment-là, par exemple, que vous irez voir l'employeur en disant voilà, ça c'est un établissement dans lequel il doit y avoir des élections de CSE d'établissement, ça c'est un autre établissement. Ça fera l'objet effectivement d'un accord de périmètre, normalement. Ce n'est pas non plus un accord de fonctionnement, donc cette fois-ci qui va déterminer à proprement parler comment marche votre instance. Donc ça va être par exemple le cas de créer des commissions spécifiques au sein du CSE, de mettre en place des représentants de proximité. Tout ça va être déterminé au sein d'un accord de fonctionnement du CSE, qui s'appelle aussi des fois accord de mise en place du CSE, c'est possible de les appeler comme ça. Et ce n'est pas non plus un règlement intérieur qui, cette fois-ci, va stipuler les règles et les modalités de vote et de fonctionnement du CSE et de ses comptes. Donc, ce n'est pas les modalités de vote pour élire des représentants au CSE, c'est les modalités de vote de chaque élu du CSE en fonction des consultations qui vous seront soumises une fois en tant qu'élu. Donc, attention à ne pas confondre ces documents entre eux. Donc, comme je vous le disais, ce qu'est en revanche un protocole d'accord préélectoral, c'est un accord donc, qui est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ou de chaque établissement distinct, et donc qui va porter sur les modalités d'organisation, de déroulement des opérations électorales, donc candidature, scrutin, vote, ou la répartition et le nombre de sièges par collège. C'est ce qu'on appelle donc les clauses obligatoires. Il va porter également sur les heures de délégation, sur le nombre d'élus ou les conditions de dérogation à la règle de limitation des mandats successifs. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'actuellement, depuis les ordonnances Macron, il n'y a que 3 mandats successifs qui peuvent se faire. Donc, dans certaines entreprises, en fonction de leur effectif, on peut effectivement limiter cette clause, voire y déroger. Et c'est ce qu'on appelle donc des clauses facultatives. Donc, déjà, qui négocie le protocole d'accord préélectoral, puisque je vous parlais d'organisations syndicales représentatives, oui, mais lesquelles? Donc, l'employeur va devoir inviter, bien sûr, donc les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans dans le champ professionnel et géographique qui couvre l'entreprise ou l'établissement qui est concerné par les élections. Donc, cette invitation va être transmise par tout moyen. Elle peut d'ailleurs être transmise également, effectivement, par exemple, à la Confédération, aux unions régionales qui redispatchent le plus vite possible vers la structure concernée. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, donc là, c'est de fait, d'office, on envoie cette fois-ci au délégué syndical ou au responsable de la section syndicale qui est dans l'entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais, les organisations qui ont constitué une section syndicale, là aussi, sont invitées d'office par l'employeur. Et enfin, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait, la CFTC doit être invitée à partir du moment où elle est représentative au niveau national ou interprofessionnel, si l'employeur, effectivement, n'a pas d'organisation syndicale représentative dans son entreprise.
Donc, si l'employeur n'invite pas une organisation syndicale, attention, vous pouvez le poursuivre pour délit d'entrave. En outre, cette omission va pouvoir entraîner l'annulation des élections qui, bien sûr, se sont tenues sans que sans que vous en soyez informé et donc sans que vous puissiez présenter une liste CFTC à ces élections. Donc, dans quel délai les syndicats doivent être invités? C'est ce que je vous disais. L'invitation doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. C'est pour ça que je vous disais 60 jours après, effectivement, et 15 jours avant le jour de la réunion de négociation. Je dois avoir envoyé l'invitation puisque ce délai de 15 jours est incompressible. Donc, l'employeur doit adresser l'invitation à venir, effectivement, soit au délégué syndical, c'est ce que je vous disais, si la CFTC est déjà représentative dans l'entreprise et qu'il a un délégué syndical CFTC avec qui il négocie ses accords régulièrement, c'est à lui qu'il envoie l'invitation à négocier. Et dans ce cadre-là, la loi considérera qu'il s'est acquitté de son obligation d'inviter la CFTC à négocier un pacte. Si en revanche la CFTC, c'est ce que je vous disais, n'est pas représentative, eh bien dans ce cadre-là, je vais inviter la CFTC soit au niveau régional ou de la branche professionnelle concernée, soit si je n'ai pas ces adresses-là, je peux envoyer directement à la Confédération en disant voilà, dans mon entreprise, il va y avoir une première réunion de négociation à telle date et nous aimerions que vous envoyiez effectivement un négociateur CFTC. Et là, dans ce cadre-là, l'employeur s'est effectivement acquitté de son obligation d'inviter à négocier le protocole d'accord. Donc, l'employeur, bien sûr, qui vous invite à négocier doit également vous fournir des éléments très importants. N'hésitez pas à les demander si l'employeur ne vous les fournit pas. Donc, à votre demande, vous pouvez disposer des documents qui permettent de contrôler l'effectif et la liste électorale. C'est ce que disait Thomas quand il disait faites attention à l'affichage qui en est fait 4 jours avant de cette liste électorale pour effectivement être au courant des contestations qui pourraient en être faites. Vous pouvez le demander bien en amont, c'est-à-dire au moment de la négociation du protocole. Donc, effectivement, ça peut être notamment sur les informations relatives aux salariés qui sont mis à disposition et sur la manière dont ils sont comptabilisés dans l'entreprise. Donc là aussi, vraiment, ça vous permet de contrôler l'effectif de l'entreprise et la régularité de la liste électorale. Mais au-delà de ça, puisque l'effectif est réparti entre les hommes et les femmes et entre les collèges, potentiellement, ça vous permettra aussi de savoir combien vous avez besoin d'hommes ou de femmes sur votre liste en fonction de cette répartition. Vous devez également être informé en tant que syndicat qui vient négocier un protocole d'accord préélectoral par l'employeur, c'est ce que je vous disais, de la proportion d'électeurs et d'électrices qui composent les différentes listes électorales sur les différents collèges. Donc, effectivement, c'est très important déjà de commencer les négociations en ayant préparé déjà la demande de ces documents si l'employeur ne vous les fournit pas, mais également d'avoir préparé potentiellement ce que vous voulez négocier en ce qui concerne les thèmes obligatoires, mais surtout en ce qui concerne les thèmes facultatifs, et on va y arriver. Donc, les thèmes obligatoires, donc ça veut dire que un protocole d'accord préélectoral ne sera pas valable aux yeux d'un juge si ces thèmes ne sont pas exprimés dans leur modalité ou dans leur déroulement. Donc, effectivement, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, donc comment on vote, est-ce que j'ai le droit de voter par correspondance, est-ce qu'on vote exclusivement par vote électronique, comment seront composés les bureaux de vote qui vont dépouiller finalement les différentes listes. Dans ce cadre-là, effectivement, si une de ces informations n'est pas notée, le protocole ne sera pas considéré comme étant valable. La répartition, pareil, des salariés et des sièges dans les collèges électoraux. Donc là-dessus, on n'avait pas le temps de traiter ça en une heure et demie de webinaire, mais il y a aussi des règles qui permettent de répartir les salariés et les sièges dans les collèges électoraux. Règles dont vous pouvez, pour une partie, effectivement, y déroger, mais dans ce cadre-là, effectivement, il faudra que vous ayez l'accord de l'intégralité des organisations syndicales. La répartition des électeurs dans les collèges électoraux également, qui va s'effectuer en fonction de la nature des fonctions réellement exercées. Donc là aussi, attention, vous pouvez très bien dire à l'employeur, vous nous avez donné cette répartition en termes
de collèges électoraux et de personnes qui sont rattachées à ces collèges électoraux. Or, cette personne exerce par exemple une fonction de cadre, même si ce n'est pas dans son contrat de travail, et donc elle doit être dans le collège cadre. Donc ça, c'est effectivement des choses que vous pouvez potentiellement contester auprès de l'employeur, et donc il faut les avoir préparées. Donc la répartition des sièges qui est en principe proportionnelle aux effectifs de chaque collège, mais comme je vous disais, ça peut tenir compte de circonstances particulières à l'entreprise, comme la nature de l'activité, l'organisation, et donc ça peut conduire éventuellement, et sur votre choix, à surreprésenter un collège en lui attribuant par exemple davantage de sièges que ce que la proportion arithmétique conduirait à lui attribuer. Donc en tout état de cause, au moins un siège doit être attribué à chaque collège électoral, s'ils existent, bien sûr. J'entends par là que si vous êtes, par exemple, dans une entreprise bancaire où il n'y a absolument aucun ouvrier employé et que tout le monde est cadre, eh bien, effectivement, vous ne ferez pas un collège ouvrier employé. Il n'y a de collège que parce qu'il y a des électeurs inscrits dedans, bien sûr. Donc, il y a aussi des thèmes facultatifs, et c'est là-dessus où il va falloir aussi être très, très vigilant. Je reviens juste sur la slide précédente. Sur la slide précédente, ce à quoi moi, je vous pousserai à vous attacher tout particulièrement, c'est les modalités et les dates de dépôt des candidatures. Est-ce que vous avez assez de temps pour déposer vos candidatures sereinement? Et ça, en fonction, pour le coup, c'est vraiment en fonction de votre terrain. Vous pouvez arriver à la négociation du protocole en ayant une liste déjà complète. Mais vous pouvez aussi arriver à la négociation du protocole en ayant une liste incomplète et donc vouloir chercher des candidats en plus. Dans ce cadre-là, effectivement, vous aurez plutôt l'idée de repousser le plus possible les modalités et la date de dépôt des candidatures. Donc, excusez-moi, pour revenir donc sur les thèmes facultatifs et qui pourtant sont dits facultatifs, sont particulièrement importants, c'est effectivement l'augmentation ou la réduction du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de délégation, qui va être un thème facultatif, mais un thème facultatif que je ne peux voir dans aucun autre accord. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple un élu du personnel a 10 heures de délégation, eh bien, je peux considérer que ce n'était pas assez dans le mandat précédent, et c'est pour ça que je vous parlais d'avoir bien préparé cette partie-là. Combien d'heures nous avons déjà utilisées, nous utilisions fréquemment par mois? Est-ce que ça vaut le coup d'en négocier plus? Si c'est le cas, effectivement, et que vous voulez en négocier plus, ce ne sera possible que dans le protocole d'accord préélectoral. Donc, bien préparer cette partie-là en sachant, voilà, effectivement, est-ce que je veux plus de sièges? Par exemple, nous sommes 10 élus, nous aimerions être 11 ou 12. Est-ce que je veux plus d'heures et pourquoi? Effectivement, argumenter cette partie-là auprès de l'employeur, parce que si vous voulez des heures pour avoir des heures, finalement, je dirais qu'en termes de confiance et de crédibilité dans la négociation, vous perdrez peut-être effectivement un petit peu l'employeur. Donc, vraiment, préparez bien cette question-là. Donc, pareil, selon l'administration, il va être possible de prévoir une diminution du nombre de membres. Donc, vous pouvez également, en sens inverse, dire on était 10, mais on ne veut être plus que 8. Mais dans ce cas-là, ça se traduira forcément par une augmentation équivalente du volume d'heures de délégation. Donc, attention, posez-vous la question aussi, si l'employeur potentiellement ne veut pas augmenter nos heures, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à 8 sièges plutôt que 10? Ce sont effectivement des questions que vous pourrez légitimement vous poser. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a une bonne réponse. Là, on est vraiment en train de parler de votre terrain, de ce que vous connaissez dans votre entreprise. Et donc, c'est vraiment particulier à chacun. Donc, je dirais qu'il y a autant de bonnes réponses qu'il y a d'entreprises. Un autre petit point sur lequel je voulais revenir sur le protocole d'accord préélectoral, c'est que le protocole d'accord préélectoral et sa négociation ne s'abordent pas, à mon sens, qui est négocié quand même pas mal de protocoles depuis le temps, ne s'abordent pas de la même manière en fonction du fait que vous êtes dans une entreprise où la CFTC, vous êtes déjà implanté, vous êtes déjà délégué syndical CFTC, la CFTC est connue dans votre entreprise, et dans une entreprise où il n'y a aucune implantation CFTC.
Thomas vous parlait de ces quelques 10 ou 12 millions de salariés qui n'ont pas d'implantation, qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. Eh bien, dans ce cadre-là, je vous prie de m'excuser, dans ce cadre-là, la négociation devra être abordée, à mon sens, de manière plus souple. Je m'explique, vous entrez finalement dans une entreprise où la CFTC n'est pas connue, où vous n'avez donc pas de liste potentiellement facile à faire, puisque aucun salarié n'est adhérent, aucun salarié n'est sympathisant, on ne le sait, ou on ne le sait pas encore. Et donc, il va falloir composer avec l'employeur pour qu'il vous donne finalement un droit d'entrée dans l'entreprise pour faire vos listes. Donc, je dirais que dans ce cadre-là, n'hésitez pas peut-être à être un peu plus souple dans votre négociation, histoire que l'employeur comprenne bien que travailler avec la CFTC, c'est un travail constructif et que, effectivement, on est là pour améliorer finalement le dialogue social dans son entreprise et pas pour s'opposer à tout prix. Et ça permettra peut-être plus facilement, là où la CFTC n'est absolument pas implantée, potentiellement ensuite d'avoir effectivement des voix et de participer, comme on le disait au début dans notre introduction, à l'augmentation de la représentativité CFTC, ce qui, dans le fond, est quand même extrêmement important. Donc, voilà, comme je vous le disais, c'est des sujets, les sujets facultatifs dans lesquels vous ne pourrez pas revenir si vous ne les traitez pas dans ce protocole d'accord préélectoral. C'est la même chose, par exemple, c'est ce que je vous disais sur la délimitation la dérogation à la règle de limitation du nombre de mandats successifs. Donc, effectivement, entre 50 et 300 salariés, il est tout à fait possible dans un protocole d'accord préélectoral de dire qu'on déroge à cette règle. Donc, vraiment, à ne pas oublier, à vous noter sur un coin de votre feuille en négociation, si vous êtes dans cet effectif-là, vraiment de demander à l'employeur absolument de déroger à cette règle et de supprimer cette règle de limitation des mandats successifs. Donc là aussi, pas besoin de vous le dire, mais je l'ai quand même noté dans le PowerPoint, dans le support parce que ça faisait du bien. Bien sûr aussi, si on vous propose de baisser la durée des mandats, de baisser la durée du cycle électoral en passant potentiellement de 4 ans à 3 ans ou à 2 ans, bien sûr de refuser cette possibilité à l'employeur parce que effectivement, vous devrez retravailler cette campagne plus régulièrement que si vous avez une périodicité de 4 ans. Oui. Je vois qu'il y a 2 personnes qui lèvent la main pour poser une question. Est-ce que tu veux qu'on... On avait dit qu'on les prenait à la fin, mais je veux bien. Non, mais c'est juste pour vous signaler qu'on a bien noté que vous aviez des questions. Voilà. Oui. Oui, vous pouvez les écrire, vos questions, vous pouvez les écrire directement. Nous, comme je vous disais, on les extrait et on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas, au lieu de faire des mains levées, à écrire directement vos questions dans le chat. Donc, comme je vous disais, des conditions de validité du protocole d'accord préélectoral. Donc, le protocole d'accord préélectoral doit être conclu par l'employeur avec un ou plusieurs syndicats selon les conditions de majorité des différentes clauses. Pour être clair, il y a plusieurs conditions de majorité en fonction finalement de la contrainte qui est apportée par la clause. Donc, de manière très générale, le protocole d'accord préélectoral s'apprécie, la validité de ce protocole s'apprécie dans une condition de double majorité. Donc, ça va concerner toutes les clauses, sauf dispositions contraires. Donc, en pratique, tout ce qui est répartition du personnel entre les collèges, répartition des sièges, modalités d'organisation et de déroulement du vote, dérogation au nombre de mandats successifs, ou encore répartition des sièges entre les différents établissements ou les différents collèges, vont s'apprécier effectivement à cette... Excusez-moi. Merci. À cette condition effectivement de double majorité. Donc, cette double majorité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que j'ai la majorité des syndicats qui ont participé à la négociation du protocole qui signent et que ces signataires en eux-mêmes aient recueilli sur le précédent cycle électoral la majorité des suffrages exprimés, donc lors des dernières élections professionnelles, ou si ces résultats n'existent pas ou ne sont pas disponibles, la majorité des organisations présentes dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est simple. Si j'avais 5 organisations syndicales qui étaient représentatives dans mon entreprise et que j'ai donc invité à négocier le protocole, eh bien, je vais dire
Voilà, sur mes 5, il faut que j'en ai au moins 3 qui aient signé mon protocole d'accord électoral. Et dans ces 3, il faut qu'à eux 3, en cumulé, ils aient fait donc plus de la majorité des suffrages exprimés, donc plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, au premier tour bien sûr. Donc, autre chose, et pour 2 thèmes seulement, une condition d'unanimité. Donc, cette fois-ci, on veut plus savoir le pourcentage, on veut plus savoir s'il y a une majorité de syndicats. L'intégralité des, si je reprends mon exemple, des 5 organisations syndicales représentatives doivent signer et ça comportera la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ou l'organisation du scrutin hors du temps de travail où là, je dois avoir effectivement une unanimité totale entre les organisations syndicales pour que cette clause soit valide dans un protocole d'accord préélectoral. Et ce, sauf vote électronique, c'est vraiment pour le vote en présentiel. Voilà, je vais repasser la main à Thomas et il va vous parler maintenant d'un sujet extrêmement épineux, à savoir la constitution des listes de candidats. Oui, merci Clément. C'est vrai que c'est un sujet qui pose pas mal de difficultés, à la fois sur le plan technique, c'est-à-dire comment vraiment, que disent exactement les règles, comment constituer des listes qui sont conformes à ces règles. Et une fois qu'on a compris ces règles, la difficulté, c'est de trouver des candidats du bon sexe, en fait, pour respecter la parité et l'alternance dans les listes. Alors, avant justement de voir les exigences de parité et d'alternance, euh, sachez que il va falloir trouver des volontaires pour constituer les listes de candidats. Donc, je vous rappelle très simplement les règles d'éligibilité. C'est juste une petite piqûre de rappel. C'est très simple. Il faut pouvoir être électeur. Alors, être électeur, il faut avoir au moins 16 ans, être dans l'entreprise depuis 3 mois, pardon, n'avoir ni interdiction, ni déchéance, ni incapacité relative à ses droits civiques. À partir du moment où vous respectez ces conditions, vous êtes électeur. Donc, si vous êtes électeur, vous pouvez être éligible si vous avez 18 ans révolus, 1 an d'expérience de manière continue ou non, et à la condition évidemment que vous ne soyez ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié de l'employeur. Et évidemment, il faut appartenir au collège auquel vous vous présentez. Il y a juste un petit point d'information. Depuis la fin de l'année 2022, il y a eu un arrêt du Conseil constitutionnel qui dit que même les salariés assimilés à l'employeur, par exemple un directeur des ressources humaines, peut voter aux élections du CSE. Pour autant, il ne peut pas être éligible. Voilà, maintenant que c'est dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur les grands principes qui accompagnent la constitution des listes. Alors d'abord, il doit y avoir des listes distinctes pour chaque collège. Donc si vous avez 2 collèges, il faut 2 listes. Et vous allez voir qu'il faut aussi des listes séparées pour les titulaires et les suppléants. Donc si vous avez 2 collèges, il faut 2 listes pour le collège 1 et 2 listes pour les collèges 2, une liste titulaire, une liste suppléant. Ces listes, elles peuvent tout à fait être incomplètes, sous réserve de respecter l'impératif de mixité qu'on va développer après. Et ensuite, la double candidature à la fois sur une liste de titulaires et sur une liste de suppléants est tout à fait possible et c'est même recommandé à partir du moment où vous avez du mal à remplir les listes. Il faut avoir une attention particulière concernant l'ordre d'inscription des candidats sur la liste, puisque l'ordre de présentation va être extrêmement important car les sièges qui seront attribués par ordre de présentation des candidats, sauf en cas exceptionnel de rature. Mais ça veut dire que le premier candidat présenté sur la liste a beaucoup plus de chances d'être élu que le dernier. À noter également que le salarié pressenti pour être désigné en qualité de délégué syndical après les élections professionnelles devra avoir été candidat au premier tour sur une liste de titulaires ou de suppléants. En tout cas, c'est quelque chose à avoir dans le coin de sa tête si vous souhaitez si vous souhaitez organiser la désignation du délégué syndical. Alors maintenant qu'on a ces grands principes en tête, on va pouvoir étudier un peu plus en détail la parité et l'alternance dans les listes.
En fait, le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège. Et il y a deux principes à retenir. Le premier, c'est la proportionnalité, c'est-à-dire que les listes doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale. Grosso modo, il y a beaucoup de femmes dans votre entreprise, et ben, faut que ça se reflète sur les listes de candidature. À défaut, il y a un risque d'annulation, alors pas de l'ensemble des élections, heureusement, mais de l'élection des candidats élus en surnombre. Le deuxième principe, c'est l'alternance, c'est-à-dire que les listes doivent présenter alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. C'est-à-dire que si vous avez à proportion équivalente homme-femme, il faut une liste qui a homme-femme, 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 et non pas homme-homme, homme-homme, femme-femme, femme-femme. Voilà, là aussi le risque, c'est que soit annulée l'élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. Donc là, je vous ai présenté les deux principes, la proportionnalité et l'alternance. Maintenant, je vous propose de voir comment les mettre en pratique concrètement à travers quelques exemples. Alors, dans le premier exemple, assez simple, hein, on a une entreprise X et on va essayer de constituer une liste pour le collège 1 dans lequel il y a 77% de femmes et 23% d'hommes, le tout pour 2 sièges à pourvoir au CSE. Donc, le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste de candidats va être égal à 2 fois 77, c'est-à-dire 2 sièges à pourvoir fois 77 femmes pour 100, et ça nous donne 1,54, soit 2 sièges en application de la règle de l'arrondi. Si ça avait été 1,49, ça aurait été un siège en application de la règle de l'arrondi. Maintenant, on va faire la même chose pour le nombre d'hommes devant figurer sur la liste de candidats. Donc, on a 2 sièges à pourvoir qu'on multiplie par 23% d'hommes et on obtient le chiffre de 0,46. Donc, en application de la règle de l'arrondi, les hommes ne devraient pas avoir de possibilité de présenter de candidat. Alors, évidemment, dans ce cas particulier, la règle de l'arrondi est écartée car elle aboutit finalement à exclure la représentation des candidats de sexe masculin. Donc, on écarte cette règle et finalement, dans cet exemple numéro 1, la liste doit comporter une femme en première position, puisque les femmes sont majoritaires, et un homme en seconde position. Je vous propose un deuxième exemple un tout petit peu plus élaboré. Donc, dans cette entreprise numéro 2, l'entreprise Y, on a pour le collège 1 165 salariés, 55 femmes, 110 hommes pour 8 sièges à pourvoir. Bon, on va faire le même calcul finalement. On va commencer par exemple par les femmes. Donc, il y a 8 sièges à pourvoir qu'on multiplie par 55 femmes sur un total de 165 salariés dans le collège. Ça nous donne 2,6, soit 3 sièges en application de la règle de l'arrondi. Et pour les hommes, on pourrait faire une soustraction, mais je vous fais quand même le calcul. On a 8 sièges à pourvoir qu'on multiplie par 110 hommes sur les 165 salariés du collège. On tombe sur 5,3 qu'on arrondit à 5 en application de la règle de l'arrondi. Donc voilà, 5 sièges sont destinés aux hommes, 3 sièges sont destinés à des candidats femmes. Dernier exemple, car il paraît que la pédagogie est l'art de la répétition. L'entreprise Z, on a un collège 1 avec 90 salariés, 47 femmes, 43 hommes pour 4 sièges à pourvoir. Et bien pareil, on multiplie le nombre de sièges par le nombre de femmes sur le nombre de salariés total du collège. On a le chiffre 2, donc 2 sièges à pourvoir et 1,9 pour les hommes qu'on arrondit à 2 en application de la règle de l'arrondi. Donc ça, c'est pour la proportionnalité. Vous voyez, finalement, c'est assez simple, d'autant plus que le protocole d'accord préélectoral va venir vous aider en inscrivant noir sur blanc la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège. Maintenant qu'on a bien compris le principe de la proportionnalité, il faut appliquer celui de l'alternance des sexes sur les listes. Donc, le principe, c'est que les listes doivent présenter alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Donc, dans cet exemple, on a une entreprise de 190 salariés
Et on souhaite élire dans le collège 2, qui comprend 165 salariés, donc 55 femmes, 110 hommes, 8 places de titulaires. 3 femmes, 5 hommes. Vous l'avez vu, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis un exemple de liste de candidats dans lequel la représentation n'est pas équilibrée, hein, puisque vous pouvez le voir, cette liste comporte une femme de trop. Vous avez 4 femmes qui sont présentées, donc la représentation n'est pas équilibrée et l'alternance n'est pas non plus respectée. Puisque étant donné qu'il y a plus d'hommes dans le collège, il aurait fallu que la liste commence par un homme. Autre exemple, vous voyez, assez simple, toujours pour ce cas où il y a 3 femmes et 5 hommes à élire pour 8 places. On a une liste de candidats qui commence avec 2 hommes, puis alterne femme-homme, femme-homme, femme-homme. Là, on se rend bien compte que la représentation est bien équilibrée, donc la proportionnalité a été respectée. On a 3 femmes qui figurent sur la liste de candidats. En revanche, ici, c'est le principe de l'alternance qui n'a pas été respecté, puisque l'homme B devrait céder sa place à une femme. Et en cas de contestation, c'est l'homme B qui est mal placé et donc qui risque de voir son élection annulée. Voilà, je vous fais un petit topo aussi sur le cas vraiment particulier des candidatures uniques, puisqu'il y a eu un revirement de jurisprudence, alors qui est plutôt jeune, hein, parce que ça date de mai 2018, mais c'est une piqûre de rappel qui convient de revoir. Et cet arrêt de la Cour de cassation de mai 2018 nous dit que la possibilité de déposer une liste ne comportant qu'un seul candidat doit être écartée lorsqu'au moins 2 sièges sont à pourvoir. Donc en fait, ça veut dire qu'une liste qui ne comporterait qu'un seul candidat de sexe masculin ou féminin d'ailleurs, hein, alors qu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, cette liste ne serait pas conforme aux exigences de parité tout simplement. Donc ainsi, il n'est pas possible de présenter un seul candidat si au moins 2 sièges sont à pourvoir, et chaque liste devra obligatoirement comporter un homme et une femme, quelle que soit la proportion d'hommes et de femmes dans ce collège. Alors je vous rassure, ces principes, l'alternance, la parité, les candidatures uniques, on comprend bien que c'est très contraignant sur le terrain pour constituer des listes. Sachez en tout cas que ça vous empêche pas de faire des listes qui sont non conformes, en fait, si vous avez vraiment pas d'autre choix, puisque vos listes seront considérées conformes jusqu'à ce qu'elles soient contestées et qu'un juge dise qu'elles ne sont pas conformes. Et en fait, en pratique, par retour d'expérience, on constate que toutes les organisations syndicales éprouvent des difficultés à respecter ces principes. Et dans beaucoup de cas, on constate une sorte de pacte de non-agression. Je ne conteste pas ta liste qui s'écarte un peu du principe d'alternance. Tu ne contestes pas ma liste qui s'écarte un peu du principe de parité. Voilà, pour finir sur la constitution des listes de candidats, Clémence voulait vous faire un topo sur la possibilité de faire des listes communes avec d'autres organisations syndicales. C'est quelque chose pour lequel tu voulais mettre en garde Oui, nos auditeurs. tout à fait, effectivement. Mais avant ça, je voudrais juste repréciser quand même que dans le prochain numéro du journal CFTC Cadre, que vous avez derrière moi, mais je ne sais pas si on le voit. Donc, en tout cas, ce journal, le prochain numéro de ce journal aura effectivement une sorte de boîte à outils uniquement sur la composition des listes. Donc, il y aura un article de 2 pages qui reprend l'intégralité des règles sur la composition des listes, puisque là aussi, hein, c'est un peu comme moi ce que je vous disais sur le protocole, on a dû condenser. Il y a aussi effectivement pour les listes incomplètes un certain nombre de règles. Il y a aussi pour les élections partielles. Donc, on reviendra dans un article précisément sur ces questions-là. Et donc, effectivement, pour terminer notre webinaire avant les questions, hein, puisqu'on a bien sûr noté que vous en aviez un certain nombre, on voulait vous parler effectivement d'une possibilité qui est offerte par la loi, qui est donc intéressante, mais qui peut s'avérer dangereuse. Donc, attention, effectivement, si vous la pratiquez. Donc, ça va être de faire une liste commune avec une autre organisation syndicale. Donc, au terme, effectivement, de l'article que je vous cite ici du Code du travail,
lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages qui ont été exprimés se fait sur la base indiquée par ces organisations lors du dépôt de la liste. Pour être clair, si vous choisissez de faire une liste commune, ce qui peut être une bonne chose quand effectivement on n'est pas encore très connu dans l'entreprise et qu'on n'a pas forcément encore peut-être des éléments de dialogue social à apporter aux salariés qui feraient des bonnes raisons de voter pour vous. Donc effectivement, dans ce cadre-là, je peux avoir comme idée de faire une liste commune. Attention, si je fais ça, je crée ce qu'on appelle une clé de répartition, c'est-à-dire je précise dans un document à part et signé par les deux ou trois organisations syndicales pourquoi, comment va se faire la répartition et quelles sont les modalités de répartition des suffrages entre tous les syndicats concernés. Donc attention, hein, parce que effectivement, si vous ne négociez pas ça, la répartition se fera à 50-50. Donc là aussi, hein, potentiellement, si c'est vous qui normalement êtes deuxième sur les résultats par rapport à cette organisation syndicale avec qui vous faites des listes communes, potentiellement laissez tel quel. Mais si c'est vous qui êtes le moteur finalement de cette liste commune, faites bien attention à la répartition que vous préciserez effectivement avant l'élection. Donc, comme je vous le disais, cette répartition, c'est vraiment un accord de volonté entre les organisations syndicales concernées. Et dans ce cadre-là, elle est complètement libre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien déterminer même que celui qui fait 75% des suffrages aura 25% des sièges. C'est libre et vous faites ce que vous voulez dans ce cadre-là, à partir du moment où vous le précisez dans, effectivement, cette clé de répartition que vous donnez à l'employeur au moment de la composition de vos listes. Donc, attention, hein, cette clé de répartition sera, entre guillemets, la loi qui s'appliquera aux parties si vous allez devant un juge, parce que finalement, peu importe que la répartition aboutisse à faire bénéficier une organisation syndicale de l'intégralité des suffrages exprimés, même le juge ne pourra pas aller à l'encontre de cet accord de répartition. La Cour de cassation va aussi estimer dans une autre jurisprudence que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de la liste. C'est pour ça que je vous disais, la clé de répartition, vous la faites et vous la donnez au moment du dépôt de la liste pour qu'elle soit valable et portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs. Et à défaut, si ce n'est pas le cas, c'est ce que je vous disais, la répartition des suffrages se fera à part égale entre l'intégralité des organisations syndicales concernées. Donc attention, je fais ma liste commune qui, là aussi, hein, c'est pas parce qu'on est plusieurs organisations syndicales que je ne respecte pas les règles qu'a énoncé Thomas sur l'alternance et sur la proportionnalité des listes par rapport aux inscrits. Mais effectivement, dans ce cadre-là, je dois, comme je vous le disais, faire ma liste conformément au droit, puis ensuite faire ma répartition que je donne à l'employeur au moment effectivement du dépôt de ma liste. L'employeur devra à son tour informer les salariés de cette répartition. Donc la base qui est choisie, comme je vous disais, deviendra la loi entre les parties et permettra de déterminer l'audience électorale et la représentativité de chacun qui ne pourra pas être modifié a posteriori en fonction des résultats de l'élection. Donc, attention à ce type de liste, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si le résultat d'élection fait que vous avez beaucoup de voix, mais que vous avez prévu une autre répartition, vous ne pourrez pas dire « Ah bah non, finalement, c'est plus favorable, donc je m'extrais de la répartition que j'avais choisie avec l'autre organisation syndicale. » Vous y serez tenu. Donc, attention, effectivement. Là aussi, attention aux conséquences sur la désignation d'un délégué syndical, puisque là aussi, comme je vous le disais, les résultats ne seront pas les mêmes que si vous avez une liste propre. Donc, effectivement, un délégué syndical a comme condition pour être désigné délégué syndical qu'il soit candidat qui a recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections. Donc attention, dans le cadre d'une liste commune qui dépasse le seuil des 10% aux dernières élections,
la question s'est posée de savoir si toutes les organisations syndicales ayant participé à la liste commune peuvent désigner un délégué syndical. Pour être clair, je fais une liste commune, je dis n'importe quoi, avec la CFE-CGC. Notre liste obtient 12%. Bon, bah, notre liste commune a obtenu 12%. On pourrait se dire finalement en termes de réflexion, eh bien, nous avons 2 délégués syndicaux, un CFTC et un CFE-CGC, puisque nous avons tous les deux dépassé 12%. Eh bien, la Cour de cassation rappelle que, en réalité, lorsqu'une liste commune a été présentée, celles-ci doivent établir une clé de répartition des suffrages, c'est ce que je vous disais, et c'est cette clé de répartition qui va permettre de déterminer la représentativité, qui va me permettre de nommer un délégué syndical. Pour être clair, ne vous dites pas, tiens, je ne suis pas représentatif, je fais 6%. Mais si je fais une liste commune avec telle ou telle autre organisation syndicale, c'est bon, je ferai 12% et je serai représentatif. Ou 13 ou 15 et je serai représentatif. Non, c'est la clé de répartition qui déterminera si je suis représentatif. Si par exemple, si je reprends mon exemple que je viens de vous citer, où j'ai fait 12% avec la CFE-CGC, si j'ai prévu que la clé de répartition c'est 50-50, eh bien, nous ne faisons pas 12%, nous faisons 6% en réalité. Donc, attention effectivement à ce que la clé de répartition que vous choisissiez vous permette quand même de nommer un délégué syndical CFTC et de faire en sorte que cette personne, c'est-à-dire la première personne de la liste, comme vous l'expliquait Thomas, ait recueilli 10% en fonction de votre clé de répartition. Donc, attention à ça. Donc vraiment, pour résumer, pour faire votre liste commune, vous devez vous entendre sur la clé de répartition dans un premier temps, que vous faites librement et à votre convenance. Vous devez bien sûr informer l'employeur de l'existence non seulement de la liste commune, mais également de la clé de répartition. Vous informez les salariés de la clé de répartition entre les listes et l'employeur également. Et vous devez garder en tête toujours que votre clé de répartition peut se faire à votre désavantage et peut potentiellement vous empêcher d'obtenir les 10% vous permettant à la fois d'être représentatif et donc bien sûr, hein, avec pour conséquence directe, de désigner un délégué syndical. Voilà pour ce qui était de cette partie webinaire. Donc, comme on vous le disait, n'hésitez pas. Alors non, il y a peut-être plus de place. Je dis peut-être une bêtise, mais une formation donc est prévue très prochainement sur cette question-là. Donc les 5 et 6 avril, si je ne dis pas de bêtises, prochain. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à lire notre prochain journal CFTC Cadre, où là aussi, hein, il sera repréciser finalement le mode d'emploi de vos listes et sera rappelé les règles dont vous parlez, Thomas. Donc pour les questions-réponses, alors moi j'en ai quelques. Alors là j'ai une question. Lors du protocole d'accord préélectoral 2019, la limitation du nombre de mandats n'a pas été ajoutée. Est-ce encore possible? Alors, ce n'est jamais possible dans un protocole qui est en cours, puisque en gros, le protocole, une fois qu'il est signé, celui de 2019, ça veut dire que je suppose que là, on a des instances qui sont en place. Donc non, je ne peux pas le changer en cours de mandat. En revanche, vous pourrez l'inscrire dans le prochain protocole d'accord préélectoral que vous signerez. Ça, il n'y a aucun souci. Enfin, si l'employeur est d'accord. Ensuite, le jour J, est-il autorisé d'envoyer des SMS aux adhérents et sympathisants que nous connaissons? Oui. Tout à fait. Oui. Alors après, faut voir les SMS en question. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut voir ce que votre protocole prévoit à ce niveau-là, comme vous disait Thomas. En réalité, même le jour du vote, contrairement par exemple aux élections présidentielles, municipales qu'on connaît, en réalité, le jour du vote, le Code du travail prévoit qu'on peut encore faire de la propagande. Mais cette propagande, en fait, elle doit être faite bien sûr sur des choses non diffamantes, non discriminatoires et qui ne peuvent pas faire basculer l'issue du scrutin à la dernière minute. Donc, par exemple, si vous reprenez d'anciens tracts que vous avez déjà fait tout le long de la campagne, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, si vous envoyez juste un mail, n'oublie pas que c'est les élections aujourd'hui, ou un SMS, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Si vous envoyez un SMS à 150 salariés en disant le délégué syndical CFDT, en fait, je vous dis n'importe quoi, c'est un harceleur sexuel. Là, attention, il y aura plus de problèmes parce qu'effectivement, vous modifiez de manière pas forcément de bonne foi, en tout cas selon les juges,
ce qui aurait été le résultat du scrutin sans ça. Voilà. En cas de désaccord sur le protocole d'accord préélectoral, la direction peut le mettre en place unilatéralement. Tout à fait. Tout à fait, effectivement, et c'est encore plus accru avec les ordonnances de 2017 et d'autant plus vrai sur le vote électronique, puisque avant il y avait obligation de faire un accord de vote électronique pour pouvoir voter selon ces modalités. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où effectivement l'employeur, s'il n'a pas l'accord, s'il n'a pas effectivement de validation majoritaire de son protocole, peut effectivement le faire de manière unilatérale et le faire valider par les DRETS. Ce qu'on appelle maintenant les DRETS, c'est ce qu'on appelait avant les directs. Tout à fait. Ensuite, le jour du vote, rappeler l'importance du vote. Bon, on a déjà répondu. oui. Ça, c'est même encouragé envoyer des SMS pour rappeler qu'il y a un vote qui est en cours, inviter à voter. Pourquoi pas rappeler qu'il y a des candidats CFTC. Ce ne sera pas considéré comme du prosélytisme. Ensuite, il y avait une question. L'employeur peut-il ajouter une annexe dans le PAP indiquant comment les listes de candidats doivent être effectuées en mentionnant non autorisé si un candidat dans un collège? Je ne comprends pas la fin de la question, Je mais suis pas sûr de comprendre. Après, il est assez fréquent que dans les PAP, on retrouve des sortes en annexe ou autre, une boîte à outils ou une sorte de notice sur comment constituer correctement ces listes, enfin, c'est-à-dire pour respecter l'alternance et la parité. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui n'est pas possible, c'est pour l'employeur de s'ériger en juge de la validité des candidats ou de la liste de candidats. Si l'employeur veut contester des candidatures, une liste, c'est tout à fait possible. En revanche, il doit saisir le juge. C'est pas lui qui va décider telle liste est valable, telle liste n'est pas valable. Donc, tout simplement, il saisit le tribunal judiciaire, lequel statue en 15 jours, tout simplement. exactement. Dans les 3 jours qui suivent la réception de la liste, s'il considère qu'il y a un problème, effectivement, la seule option qu'il a, c'est d'aller, comme tu le disais, devant le juge judiciaire, enfin le tribunal judiciaire, qu'on appelait avant, enfin qui était Le avant. tribunal de grande instance Voilà. auparavant, et 3 jours après le dépôt des listes, et jusqu'à 15 jours après les résultats des élections professionnelles. Parce qu'on est sur les opérations électorales. Donc ça, c'est l'article R 2314-23, je crois. Et donc, ensuite, on avait d'autres questions qui arrivent. Alors, le collège unique, qu'en pense la CFTC? Moi, j'ai l'impression que tu as répondu à la question. Bah non, non. Non, on n'y a pas répondu sur le collège. Non, le collège unique. Après, le problème, c'est que moi, je suis pas à la CFTC, donc je suis pas Alors, bien placé pour. le collège unique, moi, de ce que j'ai entendu au sein de la Confédération, pourquoi pas, si c'est pour consolider et surtout améliorer les scores existants de la CFTC. Voilà. Tout en faisant très attention, en étant très vigilant à la clé de répartition. Grosso modo, il n'est pas question de faire des listes communes si c'est pour faire un moins bon résultat que lors des cycles précédents. Ensuite, pour un CDD qui a signé un deuxième CDD, quelle est l'ancienneté prise en compte? Est-ce le cumul des 2 périodes? Quelle est la règle? C'est bien ça, hein, dès lors que les 2 CDD sont concomitants, ou en tout cas qu'il n'y ait pas un espace-temps trop important entre les deux, c'est l'ancienneté du premier CDD qui est prise en compte, que ce soit pour l'éligibilité ou l'électorat. Ensuite, il y avait des questions sur les exemples. Alors là, dans ce cas, Si, moi, je m'en souviens. je Mais vous tu peux le propose de remettre. revenir. C'était celui-là, là. Non, celui d'avant. Le 2. Exemple Ouais. 2. La liste n'est pas complète. On peut avoir 3 femmes et 3 hommes. Oui. Tout à fait. Et, il faudra présenter d'abord un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme. Mais en fait, non. En réalité, il y a eu une jurisprudence. L'alternance n'est pas obligée de commencer par le sexe surreprésenté tant que vous faites de l'alternance. C'est-à-dire que là, par exemple, si la liste était complète et qu'on reprend l'exemple à proprement parler, je peux très bien faire, c'est combien? C'est 3 femmes, c'est ça? Les 3 femmes. En fait, je pourrais très bien commencer par une femme. Donc, en fait, je ferais femme, ensuite, je ferais un homme, ensuite, je ferais une deuxième femme. Ensuite, je ferai un homme, je ferai une troisième femme, et après, je rajoute homme, homme, homme. J'ai le droit de le faire parce qu'il y a quand même alternance jusqu'à épuisement.
Donc ça, c'est une jurisprudence qui date de 2021, vous le lirez dans notre article dont je vous parlais. Et donc, pour reprendre ce que vous disiez, oui, en tout cas, vous pouvez tout à fait faire 3 femmes et 3 hommes à partir du moment où votre liste... en fait, une liste incomplète, elle doit être dans les limites des sièges auxquels vous avez le droit. Il ne faut pas recalculer, d'ailleurs, il y a une jurisprudence qui dit aussi, vous ne devez pas recalculer en fonction de la liste que vous présentez. Ce que je veux dire, c'est que là, si je reprends les résultats, l'exemple de Thomas, j'ai 8 sièges à pourvoir. Mais moi, en réalité, dans l'exemple que vient de donner Gilles, j'ai 6 sièges à pourvoir. En fait, j'ai 6 personnes à nommer à ces sièges. Donc, je ne recalcule pas en refaisant les calculs que vous a mis Thomas en dessous. Je ne fais pas 6 fois 55 me donne tel siège et donc j'ai le droit de faire comme ça. Vous voyez ce que je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on apprécie vraiment par rapport au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales et pas par rapport à la liste incomplète que vous êtes en train de proposer. Donc, ça restera 8 sièges et ça restera x 55. Et donc, pas de souci, vous avez le bon nombre. Dans l'exemple 1 de la parité, si on manque de candidats hommes et si on a 2 sièges, peut-on ne mettre qu'une femme en position 1 et personne en position 2? Peut-on mettre 2 femmes? Non. Ah non, vous allez vous heurter à ce que j'expliquais sur les candidatures uniques. Là, vous avez 2 sièges à pourvoir, donc pour que votre liste soit valide, il faut obligatoirement présenter 2 candidats, un homme et une femme. Euh, et pareil, vous ne pourrez pas présenter 2 femmes parce que ça ne respectera pas les exigences de proportionnalité. En fait, encore une fois, tant que votre liste n'est pas contestée, tant que votre liste n'est pas portée devant le tribunal judiciaire, elle est valable. Donc, vous pouvez, comme un peu un coup de poker, tenter. Ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Oui, et autre chose, parce que vous parlez donc parité moins de 0,5. Oui, alors en fait là c'est pareil, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas exclure un des deux sexes, à moins finalement que le collège ne soit absolument pas n'ait absolument pas de représentant. Là, si je reprends cet exemple, si j'ai 100% de femmes et que j'ai vraiment 0 homme inscrit dans un collège, là il n'y a pas de souci, je peux faire 2 femmes. Là, il n'y aura pas de problème. Mais c'est la seule possibilité que j'ai de pouvoir faire 2 femmes et de ne mettre aucune représentation masculine dans ce cadre-là. Ensuite, l'employeur peut-il contester une liste même si tous les syndicats sont d'accord entre eux? Oui, oui, l'employeur, mais comme le disait Thomas, c'est-à-dire qu'il va pouvoir le faire comme vous, c'est-à-dire aller devant la justice, devant le tribunal judiciaire et contester une liste parce que, n'oublions pas, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, ces règles, donc cette règle qui est dans l'article, cette fois-ci 2314-30, cette règle précise, en fait, est d'ordre public. Donc, dans ce cadre-là, et c'est un ordre public absolu, ça veut dire que l'employeur, lui aussi, est en capacité, effectivement, d'aller contester vos listes. Mais encore une fois, il ne peut pas, lui, d'office, vous dire non, corrige-moi cette liste, et tant que tu ne l'as pas corrigée, je n'accède pas à ta demande de la publier en vue de l'élection. Je peux porter un blouson aux couleurs CFTC dans le bureau de vote. Très précis. Ça, c'est, ouais, Oui, oui. Pour moi, oui, puisque à partir du moment où vous pouvez, le jour du vote, alors attention, hein, on va distinguer certains cas. Si vous faites partie du bureau, non. Si vous venez voter en tant que salarié, oui. Si vous êtes l'assesseur nommé par l'organisation syndicale, j'y vois pas d'inconvénient non plus. Oui, oui. Mais pas si vous dépouillez Voilà, mais impossible si vous faites partie du bureau de vote et que vous dépouillez. Est-il obligatoire de mettre les candidats du sexe majoritaire en tête de liste? Du coup, j'ai répondu après coup, non. Non, justement, non. Depuis une jurisprudence de 2021. Voilà, exactement, que vous retrouverez d'ailleurs dans l'article dont je vous parlais, où effectivement, c'est ce que je vous disais, la seule obligation, c'est d'alterner jusqu'à épuisement d'un des deux sexes.
Donc, je peux commencer par le sexe minoritaire, puis mettre le sexe majoritaire, et puis à un moment, j'arrive forcément à un épuisement puisqu'on n'avait pas le même nombre de chaque côté. Et bien ensuite, je mets 3 hommes ou 3 femmes de suite, sans problème, tant que j'ai bien eu cette alternance. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Le futur délégué syndical doit-il avoir personnellement obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés? En principe, oui. Après, il y a quelques exceptions. Ça va être compliqué de les expliciter ici, notamment si en fait tous ceux qui ont recueilli 10% se désistent, entre guillemets, refusent de se voir désigner délégué syndical. Là, il y a la possibilité de désigner un DS qui n'a pas obtenu les 10%. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question. Avons-nous l'obligation d'avoir plusieurs collèges, cadres, non cadres, ou peut-on faire un seul et même collège? Ça dépend. Voilà, là aussi, c'est un peu compliqué de répondre rapidement à cette question. Sachez, par exemple, dès lors qu'il y a, par exemple, 25 cadres dans votre entreprise, vous avez l'obligation légale, hein, issue du Code du travail, d'instaurer un troisième collège spécifique. Et pour répondre vraiment rapidement, en fait, modifier les collèges, tu me diras si je me trompe, Clémence, mais c'est quelque chose qui requiert l'unanimité au sein du PAP. Si on bouleverse vraiment profondément les collèges, et en général, c'est pas vraiment recommandé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous ajoutez juste, par exemple, je dis n'importe quoi, les employés devaient avoir 5 sièges et les cadres devaient en avoir 6. Et vous déterminez qu'au lieu de 6, ce sera 7 et que les autres en auront 4. Ça, effectivement, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Si en revanche, vous supprimez des collèges qui légalement avaient le droit d'exister pour les raisons qu'on vous disait, c'est-à-dire qu'ils ont des électeurs à l'intérieur de ces collèges et que donc vous enlevez cette représentation, là, effectivement, il faudra une unanimité entre les organisations syndicales. Il y avait quoi d'autre ensuite? Dans un collège avec 100% de femmes, comment fait-on? Bah, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez faire, alors ça dépend combien il y a de sièges, mais s'il y a 100% de femmes et 3 sièges ou 2 sièges, peu importe d'ailleurs, bah, vous pouvez faire 2 femmes ou 3 femmes et vous pouvez également faire une femme et un homme. Vous avez le droit. Et si c'est 3, par contre, faudra faire ou 3 femmes ou 2 femmes et un homme. Mais c'est une faculté, pas une obligation. La- Alors, si dans un collège, il y a 250 hommes et 3 femmes et 5 syndicats, comment faire représenter les femmes dans chaque syndicat? Euh, Bah, En fait, c'est si, typiquement ce que vous disait Thomas, c'est que c'est dans ce genre de cas que généralement vous allez vous entendre plus ou moins en sachant très bien que les listes ne respectent pas exactement les règles d'alternance et de proportionnalité des collèges. Donc voilà, effectivement. Ou alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'à partir du moment où il faut une alternance, vous allez devoir vous arrêter. Vous allez devoir vous arrêter avant, mais c'est ce que je disais, c'est ce que disait Thomas, c'est qu'il vaut mieux prendre le risque, c'est-à-dire vous mettez que des hommes, et au pire, en fait, on va considérer qu'un homme est en surnombre par rapport à la représentation de son collège, et donc seule son élection à lui sera invalidée et sera annulée plutôt, et elle sera annulée pour le futur. C'est pas rétroactif. Donc s'il a été élu, à proprement parler. Il est élu, par exemple, pendant un certain temps, et ensuite arrive effectivement la décision de justice. Et bien, dans le futur, effectivement, il n'est plus élu. Et attention, ce siège ne pourra pas être, ne fera pas l'objet d'une suppléance, c'est-à-dire que ce siège est définitivement perdu. Le suppléant ne peut pas prendre le relais sur ce poste-là. C'est bon? voilà, il y C'est avait la une dernière. dernière question. La propagande électorale peut-elle commencer avant la signature du PAP? Ça dépend ce qu'on entend par propagande électorale. Je commence à répondre, mais peut-être que tu pourras compléter ma réponse. Grosso modo, en tant qu'organisation syndicale dans l'entreprise, vous avez des moyens de communication. Les moyens les plus classiques, c'est le panneau d'affichage syndical, l'intranet, avec, on l'a vu, un accès indirect. Après, des accords d'entreprise, des accords sur le droit syndical ou le dialogue social peuvent ajouter des moyens supplémentaires. Ça peut être un accès direct à l'intranet, ça peut être un accès
limité, mais un accès quand même à la messagerie professionnelle. Donc ça, vous pouvez les utiliser avant même la signature du PAP. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les PAP, c'est l'occasion de négocier des moyens supplémentaires pour justement pour la campagne électorale. Et en général, par exemple, si dans une entreprise, il n'y a pas d'accès aux mails professionnels pour faire de la com, le PAP va l'autoriser pendant la période de campagne électorale, par exemple, 2 envois groupés ou 3. Enfin, ça, c'est à vous de négocier. Mais le PAP doit logiquement amener des moyens de propagande et de campagne supplémentaires de l'exercice normal du droit syndical. Et RPA qui nous demande encore, suite à une demande de modification du projet de PAP, l'employeur refuse les modifs sous prétexte que les syndicats ont déjà signé. Alors, je Je ne suis pas comprends pas sûr la de comprendre question la puisque question. vous avez déjà signé, mais dans ce cas, vous signez plus. Je ne comprends pas trop la question non plus. Je peux intervenir? Bien Oui, sûr. je vous en prie. Bonjour à tous les deux, merci pour tous ces éclaircissements. En fait, le but de ma question, c'était, on est en projet, on va avoir bientôt des élections. Tout à l'heure, j'avais posé la question concernant l'annexe pour l'établissement des listes. Donc, intégrer une annexe en indiquant comment constituer une liste, en mettant dans certains collèges, si par exemple on a une personne dans un collège, c'est non autorisé. Et ainsi de suite dans chaque collège, dans les 3 collèges, cadre, agent de maîtrise et employé. Donc j'ai fait remonter donc moi mon ressenti par rapport à ça en disant que on n'avait pas, du moins l'employeur n'avait pas à mettre en avant que comment établir une liste. J'ai eu un échange avec le chargé de projet du PAP. Il m'a dit ça va être compliqué de modifier étant donné qu'il y a déjà 2 organisations qui ont déjà signé. Je lui ai dit oui, mais à ces conditions, il faut faire un annule remplace. À mon sens, il faut retirer cette annexe. Donc, je me retrouve dans une position où je suis pas d'accord avec cette annexe, mais a priori, il y aura pas de annule remplace. Donc, c'est En ça fait, ça qui dépend me, c'est si ça qui me freine. en fait, vous pouvez pas demander une modification du PAP ou de ses annexes dès lors qu'en fait il est ouvert à signature. Ça veut dire que la période de négociation est close et ce serait déloyal, à mon sens, de porter des modifications alors que la période de signature est ouverte. Non, non, là, on est en période de négociation du PAP. C'est pas encore clôturé. Ça se Mais clôture alors, comment peut-il être aujourd'hui. signé si... Ouais, c'est ce En que je fait, vois. il y a certains En fait, il est pas syndicats signé. ont En fait, anticipé. il n'est pas signé à proprement parler. Ils ont dit qu'ils acceptaient de signer à ces conditions-là, en fait. Ah ben, d'après la RH, ils ont signé. Donc voilà. Donc moi, étant donné que ma liste n'est pas complète, donc quelque part, je me vois mal signer un protocole avec lequel, les modifications sont légitimes, mais a priori, il n'y aura pas de modification. Donc je ne connais, Donc, bah, par prévision, je ne après, sais on pas comment veut. ça va se passer les élections. Donc si on Après, signe, peut-être envoyez-nous votre protocole qu'on regarde ça peut-être plus en détail Oui, ouais. dite. Oui, mais précisément l'échéance là, et qu'on regarde l'annexe. elle Ah oui, arrive mais aujourd'hui. Elle arrive. C'est pour ça donc je m'étais inscrite aussi pour avoir un petit peu plus d'éléments, mais peu importe. Donc du fait qu'il y non, mais, a Après, le PAP peut tout à fait rappeler les règles légales. ouais, c'est ça. Je veux dire, l'employeur pourra pas vous imposer la constitution des listes. C'est juste un rappel. Il faut le voir, à mon sens, hein, comme simplement un rappel des règles présents en annexe du PAP. Et après, comme on l'a dit, soit l'employeur décidera de contester devant le tribunal judiciaire, soit il s'accommodera d'une liste non conforme à la parité ou à l'alternance.
Mais Oui, mais si effectivement, ce qu'il ne justement, peut pas si, faire, c'est dire que ce n'est pas autorisé. Enfin, je ne sais pas si je comprends bien ce que vous avez libellé comme question. Mais si son annexe précise juste oui, voici les règles dans lesquelles vous devez constituer vos listes, ça c'est bon. Si l'annexe dit vous les constituez comme ça, je ne les autoriserai pas pour ces raisons-là, eh bien là, effectivement, l'employeur, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, n'a pas à s'ériger juge. Et dans ce cadre-là, tant pis, j'ai envie de vous dire que les deux organisations syndicales les signées, que Macron les signées ou que la reine d'Angleterre, pardon, excusez-moi, paix à son âme, les signées. Dans ce cadre-là, effectivement, il y aura une contestation devant le juge tout à fait possible de votre part, à savoir, on vous a empêché de publier les listes et c'est un délit d'entrave. oui, mais justement, donc moi je compte de toute façon présenter ma liste, même si elle n'est pas complète. Tout à fait. Mais étant donné que l'employeur a indiqué clairement que ce qu'il ne fallait pas faire, donc le fait de signer cet accord, donc si les autres organisations ont signé, c'est que forcément elle doit avoir une liste complète, hein, sinon je vois pas pourquoi. Mais peu importe, enfin, Euh, entre guillemets, peu importe, parce que le fait qu'il le rappelle dans le protocole n'apporte rien juridiquement, puisque de toute façon, ces dispositions vous étaient déjà applicables par le Code du travail. Comme je vous disais, elles sont d'ordre public. Donc l'employeur, il peut toujours réécrire enfin, si vous faites autrement, ce n'est pas bon. Oui, il a raison, c'est-à-dire concrètement, il a raison. Si vous respectez pas l'alternance ou la proportionnalité, mais il ne peut pas interdire lui-même le dépôt de la liste par une organisation syndicale. ah bah, C'est ça la l'annexe nuance. telle qu'elle est présentée, c'est que oui, c'est indiqué non autorisé dans certains collèges. Donc il y a des Peu mentions importe. écrites non autorisées. Donc ça sous-entend bien que voilà. Après, il y Non, a une petite non, non, astérix en il peut disant pas vous, comme je vous disais, il ne peut pas vous contraindre à plus que ce que la loi ne peut vous contraindre dans ce cadre-là. Et donc, effectivement, il peut toujours dire c'est pas bien, ce n'est pas dans les règles, ce n'est pas comme ça qu'on fait une liste. Il ne peut pas l'interdire. Et quand bien même vous signez, oui, je suis d'accord avec vous, la loi dit bien ça, et donc je ne peux pas et donc je ne suis pas censé faire une liste comme ça. Même si vous vous engagez à ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez toujours aller en justice en disant qu'il n'avait pas à vous empêcher de poser cette liste. Parce que pour être simple, comme on disait, s'il y a un problème sur la liste, que ce soit sur l'alternance ou que ce soit un surnombre d'un homme ou d'une femme, effectivement, par rapport à la proportionnalité du collège en question, eh bien, dans ce cadre-là, la seule chose que vous risquez, c'est l'annulation de l'élection de cette personne si elle est oui, élue. oui, oui, tout à Donc, fait. l'employeur ne peut pas vous dire et ne s'en tirera pas devant un juge en disant, bah si, elle a accepté de signer en disant qu'elle ferait pas de liste comme ça. Oui, d'accord. Mhm. Voilà. Ok, Et ok, là, je très crois bien. qu'on a un Merci petit à vous. peu dépassé. Ben, je vous en prie. Hein, Bruno. Ah, il y a Bruno qui lève la main. Excusez-moi. Ben, on va prendre Bruno. J'avais pas vu. Pardon. Il faut vous activiez votre micro, Bruno, parce Je que je crois que crois c'est pas bon. Ça y qu'on. est. Je vois plus Voilà. le petit. On vous écoute? Non. Bon, bah écoutez, si Bruno Bruno ne souhaite aussi. pas poser sa question, bah écoutez, on va clôturer ce webinaire. Ou s'il a un problème technique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Voilà, sachez que ces deux prochains. Excusez-moi, il y a Voilà. Bruno qui posait sa question. Et on Oui, il l'entend a très quitté bien, là. Bruno. Et nous, on l'entend pas en fait. C'est ce qu'on disait. Ah, Il a Vous avez le quitté. d'accord. haut-parleur? On a vu qu'il avait la main levée. On a demandé, mais il répond pas. Donc, je pense Bah, qu'il il a un a problème parlé en fait, hein. technique. Il a parlé, mais il a eu peut-être un problème technique, c'est possible. Nous, Oui, nous parce que nous, on l'entendions. l'entendait. Il a dit qu'il sait qu'il va avoir des élections, mais il ne sait pas à quelle date, et son employeur non plus. Mais après, je ne sais pas quelle est sa question. D'accord. Bah, En général, sauf aménagement dans la durée du cycle électoral, mais c'est très très rare, bah, il faut partir de la date des dernières élections et ajouter 4 ans et vous avez au moins le mois des futures élections professionnelles. mais effectivement, il doit les avoir réorganisés dans les 6 mois avant la fin du mandat.
Mais je ne sais pas si c'était sa question, donc je réponds à des questions qu'on ne m'a pas posées. Donc on va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il... Je ne le vois pas revenir. Donc je crois on va s'arrêter là. Et puis, comme je vous disais, on vous remercie, hein. N'hésitez pas, peut-être si vous avez des questions plus précises qui sont liées à votre protocole vraiment en tant que tel, hein, vous avez une question sur le terrain à laquelle on n'a pas répondu, puisque effectivement on est resté un peu sur les règles en tant que telles du Code du travail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la CFTC cadre et Thomas vous y répondra avec grand plaisir. Ouais, voilà, sur notre site internet www.cftc-cadre.fr, il y a un formulaire de contact qui arrive directement dans nos boîtes mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez un doute, une interrogation, une question sur le PAP, sur la constitution des listes. On sera ravi de vous accompagner, de vous aider dans ce processus qui, on en est bien conscient, est pas facile. Est-ce qu'on Merci aura beaucoup. le support ou pas? Tout à fait, le support sera mis en ligne sur notre site internet, tout comme le replay entre guillemets de ce webinaire sera sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Très bien, merci. Merci beaucoup. La revue dont vous parliez, dans laquelle il y aura un article sur les élections, c'est laquelle? C'est un magazine cadre CFTC qui sort de manière trimestrielle. Que vous devez recevoir normalement si vous êtes à jour de cotisation, vous envoyez un exemplaire derrière et le dernier numéro qui est là. Le dernier numéro, mais ce sera dans le prochain, donc il sortira. Il sortira début avril au plus tard. Voilà. Ça existe au format papier. D'accord. Et sachez que vous le retrouverez, nos adhérents le reçoivent évidemment, on l'a pris